Bonjour à tous, merci pour votre présence. On va attendre quelques minutes que tout le monde puisse se connecter avant de démarrer. Bon, ça fera bien tout le monde. Donc merci encore une fois à tous pour votre présence à ce webinaire dédié aux professionnels de l'épargne. Il est d'ailleurs utile de préciser qu'il est exclusivement dédié à nos partenaires professionnels de l'épargne et ne constitue aucunement une proposition de placement. Tout comme il est important de préciser que la SCPI présente des risques, et notamment les risques de perte en capital, de liquidité, liés au marché immobilier ou encore liés à l'endettement. Passons tout de suite à l'essentiel, la présentation de nos participants. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir, de recevoir Raphaël Amouretti, qui est Managing Director de Catella et qui partagera sa vision du marché évidemment immobilier avec Marion Bertrand, qui est notre directrice des investissements, et Guillaume Debatz, qui est notre directeur du fund management. En toile de fond, le marché immobilier, donc, qui a été très chahuté depuis la remontée des taux brutale que l'on a connue à l'été 2022 et qui aura marqué la fin d'une anomalie de marché d'une dizaine d'années. Cette période où l'argent était gratuit était finalement un peu une surchauffe côté investisseurs et les vendeurs avaient été clairement les rois, peu importe la qualité des actifs. Ça a bien changé depuis, puisque près de 2 ans après la remontée des taux, l'état du marché a profondément changé. Sur cette slide qui nous est proposée par Catella, sur ce graphique, Raphaël, on voit une baisse franche des volumes. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Alors bien sûr, je peux en dire davantage. Je vais peut-être faire d'abord une toute petite digression parce que avant de parler de volume d'investissement, je pense que c'est intéressant de parler du marché de la location. Parce qu'un bon immeuble, est un bon immeuble s'il est loué. Le marché de la location, s'en est pas si mal sorti en 2023. On est sur un volume d'1 900 000 mètres carrés contre une moyenne décennale à 2,2 millions. Ça veut dire une baisse de l'ordre de 17%. Sur Paris, c'est même un peu mieux, hein, c'est moins 11%. Et les grandes métropoles s'en sortent pas si mal avec moins 19%. Donc, le marché locatif 2023 est beaucoup moins chahuté que le marché de l'investissement. La tendance sur 2024 au premier trimestre est la même, avec même Paris qui se permet d'avoir une légère progression sur le premier trimestre 2024 et une baisse qui est modérée sur ce qu'on appelle l'Ouest QCA, les quartiers tertiaires de l'Ouest QCA, Neuilly, Levallois, Boulogne et La Défense. Donc, ce marché locatif s'en tire pas si mal. On voit même sur Paris des progressions de loyers assez significatives, avec un écart qui s'est creusé entre Paris et le reste du monde un peu. Euh, Assez fort, hein. Je regardais les chiffres hier. On a aujourd'hui un immeuble neuf dans Paris qui, en moyenne, est loué à 975 euros du mètre, 500 euros en première couronne. On est quasiment du simple au double. On n'a jamais connu ça. Donc, attention à ce marché locatif. Attention à la surchauffe néanmoins. Donc, on est assez attentif de voir si cette augmentation brutale des loyers sur Paris ne va pas avoir un impact assez fort. Donc, une fois qu'on a dit ça et qu'on commence à essayer de comparer le marché locatif avec le marché de l'investissement, l'écart est énorme, hein. C'est-à-dire que la chute du marché que vous voyez sur le graphique, on est passé de plusieurs années qui étaient supérieures, largement supérieures à 20 milliards, à un marché l'année dernière qui était à 12 milliards, et à un marché qui débute l'année à 1,6 milliard. C'est le pire démarrage depuis 2009 sur le marché de l'investissement. Donc, on a un marché qui est à l'arrêt avec des explications assez simples que tout le monde connaît sur l'augmentation brutale des taux qui fait que la classe d'actifs immobiliers est devenue moins intéressante que d'autres classes d'actifs aujourd'hui. Sur la typologie d'investissement, euh, un fait assez important aussi, je regardais en 2018, l'évolution 2018-2023. Pendant plusieurs années, le bureau représentait 70 à 80% des volumes investis. On est descendu à 50% l'année dernière, on est à 40% sur le début d'année. Donc, alors que d'autres classes d'actifs se comportent mieux, l'activité logistique est plutôt bien repartie, le commerce, même s'il a souffert, se maintient plutôt bien, et tous les actifs de diversification ont énormément progressé. On est quasiment sur le premier trimestre sur des volumes, sur les actifs de diversification, au même volume qu'une année complète en 2018. D'un point de vue géographique également, rééquilibrage sur la région parisienne et sur les régions. Les régions pèsent aujourd'hui 40% des volumes investis, ce qui est relativement important. Donc on voit bien un double rééquilibrage et
sur la classe d'actifs bureaux et sur une réallocation en termes de géographie. Merci pour tous ces éléments et j'imagine que ça fait réagir nos partenaires. Donc, si vous avez des questions, vous avez un canal dédié, n'hésitez pas à les poser, on pourra les reprendre en toute fin de séance. Je rebondis avant de te passer la main, Marion, parce que un petit point m'a évidemment titillé, c'est justement le bureau, hein. Historiquement, les SCPI font partie des gros investisseurs en bureau. Ça a été la classe d'actifs surreprésentée pendant très longtemps. Est-ce qu'au final, il faut jeter le bureau à la poubelle ou il y a encore un avenir pour cette classe d'actifs? C'est la question qu'on nous pose tous les jours aujourd'hui. J'ai pas de boule de cristal. Une évidence, en revanche, c'est que aujourd'hui, plus que jamais, il faut faire attention à l'emplacement, ok, à la densité tertiaire dans laquelle se situe l'immeuble, à la qualité intrinsèque de l'actif et puis à la qualité du ou des locataires. Une fois qu'on a ces éléments-là qui sont réunis, il n'y a aucune raison, et on le voit aujourd'hui, dans Paris intramuros, on est dans un taux de vacances qui est historiquement bas, largement en dessous de 3%. Donc on a un manque flagrant d'offres. Même les taux de vacances qui ont progressé dans la première couronne ouest de Paris se maintiennent à des niveaux acceptables, entre 8 et 10%, jusqu'à 15% la défense, mais on est sur des niveaux qui restent acceptables. Et dans les grandes métropoles, comme je le disais tout à l'heure, le marché reste relativement dynamique. Donc c'est essentiellement une question d'emplacement, de desserte, de qualité du tissu économique autour, de ce qu'on offre aux salariés à qui on demande, excusez-moi, de revenir au bureau éventuellement sur un malentendu. Donc le marché du bureau, il n'est pas mort, on est simplement sur une réallocation de où est-ce que ça se situe, qu'est-ce qu'on offre aux salariés lorsqu'ils veulent se rendre au bureau. Merci Raphaël. Marion, passons à toi. Aujourd'hui, Hirokozen est la meilleure collectrice sur le marché de la SCPI, puisque sur le seul premier trimestre 2024, on compte pas loin de 75 millions d'euros de collecte. Qu'est-ce que tu fais de ces capitaux? Merci Pierre-Antoine. Le mot d'ordre pour Hirokozen aujourd'hui, dans ce marché où on voit des volumes en baisse, c'est agilité, flexibilité, opportunisme. On a des volumes d'investissement qui ont drastiquement baissé et pour autant, on veut continuer à pouvoir avoir un pipeline de deals à l'étude qui soit suffisamment important pour qu'on puisse trouver les opportunités qu'on souhaite pour nos investisseurs. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'être flexible en termes d'allocation sur la typologie des actifs qu'on regarde et de ne pas rester contraint par des pourcentages particuliers, mais au contraire de s'adapter toutes les semaines en comité avec Guillaume en fonction de l'évolution du marché pour dire essayons d'aller chercher un petit peu plus telle typologie ou un peu plus celle-ci. Également, ce qu'on fait, c'est que on ne s'empêche pas aujourd'hui de regarder des volumes d'investissement un petit peu plus gros par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire pour aller capter des franges de volume où aujourd'hui il y a très peu de compétition. Enfin, la flexibilité, on se doit de l'avoir d'un point de vue géographique, parce que ce que Raphaël nous expliquait est principalement vrai pour lui, en tout cas pour la France, mais c'est aussi ce qu'on voit dans les autres pays. Tous les pays dans lesquels aujourd'hui Hirokozen investit ont fait face à une baisse des volumes d'investissement. Néanmoins, les prix et les taux de rendement n'évoluent pas toujours de la même manière et du coup, il faut qu'on s'adapte également. Par exemple, l'Espagne, qui est un des premiers marchés sur lequel Hirokozen est allé en dehors de la France, est un marché qui est drivé beaucoup par les investisseurs privés. Les investisseurs privés, ils sont moins soumis à la dette, ils sont ce qu'on appelle des investisseurs long terme, ils ont le temps. Donc aujourd'hui, ils observent, ils attendent tranquillement, ils n'ont pas envie de vendre et ils attendent que le marché se redresse. Difficile pour Hirokozen, dans ce contexte-là, de regarder beaucoup d'opérations. Donc aujourd'hui, en comité, ce n'est pas le marché sur lequel on passe le plus de temps. Un autre marché qui est intéressant, qui est l'Allemagne, qui est également un marché qu'on regarde depuis le début, qui est un marché qui a été historiquement extrêmement cher et donc dans lequel on ne trouvait pas d'opportunité pour Hirokozen. C'était encore vrai il y a 6 mois, c'était encore vrai il y a 3 mois. Et là, depuis 1 ou 2 mois, on commence enfin à voir les choses évoluer. On voit que certains vendeurs commencent à acter cette baisse de prix et commencent à remettre des dossiers sur le marché. Et c'est très intéressant pour les investisseurs d'Hirokozen parce qu'on commence à voir apparaître des très bonnes localisations. Et alors, on n'est pas encore en train d'acheter ce type d'actifs, mais en tout cas, arrive sur le marché dans des zones de taux qu'on peut regarder, par exemple des immeubles de bureaux dans des marchés comme Hambourg ou Berlin, ce qui n'était clairement pas le cas avant. Et enfin, on est
très actif pour regarder d'autres pays. On réfléchit à où aller ensuite. Donc, on reparlera tout à l'heure du UK, dont on a déjà pu parler avec vous. Mais on est également en train de regarder des choses en Belgique ou en Italie pour voir si ça peut nous permettre d'augmenter notre scope de pays. Merci. Et une question me vient naturellement quand j'entends les actions d'Hirokozen. Est-ce qu'il y a une concurrence au final à Hirokozen? Est-ce qu'il y a d'autres acheteurs? Qui sont-ils? Il n'y a que Hirokozen. Non. Euh, les acheteurs ont énormément progressé sur ces 5 dernières années. On a une disparition assez violente des fonds d'investissement, hein. On était sur un volume au plus haut à 17 milliards il y a 5 ans. Ils ont chuté à 3,8 milliards l'année dernière. Les assureurs ont quasiment disparu également en passant de 5,5 milliards à moins d'1 milliard l'année dernière. On est sur un premier trimestre ridicule au niveau investissement, au niveau des compagnies d'assurance, de l'ordre de 36 millions. On n'a jamais eu ça. Et donc aujourd'hui, dans le trio de tête, on a encore les fonds, mais sur des volumes beaucoup moins élevés, comme je le disais. Et on a les SCPI qui collectent encore. Et comme le disait Marion, sur le marché de l'Espagne, un retour des privés qui considèrent, notamment dans Paris Intramuros ou dans des bonnes villes de première couronne, que notamment des valeurs métriques sont revenues sur des niveaux attractifs au-delà du taux de rendement immédiat. Donc on a un marché aujourd'hui qui est clairement réparti entre les investisseurs privés qui, eux, peuvent acheter encore du Paris avec des taux de rendement relativement faibles et les SCPI qui ont encore de la collecte qui aujourd'hui peuvent se permettre d'acheter des immeubles de bonne qualité, dans des bonnes localisations, avec de la durée de bail, à des niveaux de rendement qu'on n'avait également pas vu depuis très 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 longtemps. Ok, et concrètement, Marion, comment Hiroko donc, se positionne dans ce contexte? Est-ce que tu peux nous donner des exemples très concrets de ce que tu nous as décrit? Comme le dit Raphaël, je pense que le principal impact de tout ce qui se passe aujourd'hui pour Hirokozen, c'est qu'on a accès à des produits plus qualitatifs, dans des localisations plus qualitatives. Donc on voit apparaître une vraie montée en gamme de de notre couple rendement-qualité. Et on arrive aujourd'hui à se positionner sur des marchés qui jusque-là étaient inatteignables pour Hirokozen. On le voit même nous dans notre relation au quotidien avec, par exemple, Catella. Historiquement, on échangeait quasiment que avec les équipes région, alors qu'aujourd'hui, on échange de plus en plus avec les équipes Île-de-France. Ces derniers mois, on a pu commencer, pour la France en tout cas, à être actif sur les meilleurs marchés régionaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a pu se positionner et acheter des immeubles de bureaux qualitatifs à Lyon ou à Lille, par exemple. À Lille, on a acheté l'immeuble Eurocentre, qui est un immeuble multilocataire entièrement loué, situé en face de la sortie de la gare de Lille-Europe, ce qui, il y a encore 1 an, aurait été inatteignable pour nous. Et aujourd'hui, ce type d'actif, on l'achète à des taux de rendement au-dessus de 8%. Ce qui est vraiment très attractif et surtout des rentabilités qui sont très au-delà de ce qu'on pourrait appeler les moyennes décennales sur ce type d'actifs. On commence également à avoir accès au marché de l'Île-de-France. Donc, c'est une opération qui est en cours, qui est sous promesse de vente. Mais par exemple, on est sur le point d'acheter un immeuble de bureau à Issy-les-Moulineaux. Issy-les-Moulineaux, aujourd'hui, pour le marché parisien, c'est ce que Raphaël appelait le quartier des affaires de l'Ouest. Donc, c'est un marché qui a historiquement été toujours attractif et qui, normalement, était trop cher pour nous. Et où, à nouveau, on est sur des rentabilités au-dessus de 8%. Ce qu'on voit en France est vrai également à l'étranger, puisqu'on a pu commencer à regarder des opérations beaucoup plus qualitatives à l'étranger. Et on a fait quelques très belles acquisitions l'année dernière, notamment l'acquisition en Allemagne du siège et centre de recherche et développement du groupe Segula, qui était une très grosse opération pour un petit peu plus de 50 millions d'euros, mais qui, pour le marché allemand, était à des taux de rendement très intéressants et surtout avec des conditions attractives, puisqu'on a négocié un bail de 20 ans ferme. On a également fait une belle acquisition aux Pays-Bas avec l'acquisition de notre premier hôtel. Il y a un immeuble de bureau à Utrecht. Utrecht, c'est pas forcément une ville qui parle à tout le monde, mais c'est une ville qui est située à côté d'Amsterdam et c'est un marché de bureaux très qualitatif. Et on a également fait l'acquisition de notre premier actif retail aux Pays-Bas, qui est un actif qui est dans un bâtiment qui est neuf, en plein cœur de ville de Venlo, qui est loué à Primark, et où on se retrouve sur ce qu'on appelle vraiment des actifs prime en commerce.
Ce qui est intéressant également pour Iroko de commencer à regarder des actifs de cette qualité, c'est que c'est des actifs qui sont souvent attractifs et rassurants pour les banques. Et ça nous permet d'élargir le nombre de partenaires financiers potentiels avec qui on discute, ce qui est également intéressant en termes de diversification pour le financement. Excellent. Et à l'occasion de l'AG d'Hirokozen, j'ai en tête qu'on a fait voter plutôt la possibilité pour Hirokozen, dont on a un petit peu parlé, d'investir notamment au Royaume-Uni. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Historiquement, quand la SCPI est née, les volumes d'investissement en Europe, donc dans la zone euro, étaient largement suffisants pour pouvoir avoir, si je peux dire, un terrain de jeu nécessaire pour trouver les deals pour nos investisseurs. Aujourd'hui, on vient de le répéter, les volumes d'investissement sont en baisse. Donc, pourquoi s'empêcher d'aller voir ailleurs? Le marché UK, ça a toujours été le premier marché tertiaire en Europe. Même avec des volumes en baisse, le premier trimestre 2024 au UK, on est au-dessus des 10 milliards. Donc c'est plus de 5 fois plus que ce que Raphaël disait pour la France. Et on est bien en deçà de ce qui a pu se faire dans le passé. Ce qui est intéressant, c'est d'observer ce qui se passe au UK aujourd'hui. Comme partout, donc on a cette baisse des volumes d'investissement, on a une baisse du nombre d'acquéreurs, donc on a moins de compétition sur les dossiers. Pour autant, c'est un des marchés les plus compétitifs d'Europe et on commence à y aller, donc on commence à l'observer, mais il y a un petit peu moins de fonds américains, de fonds asiatiques, ce qui permet d'avoir accès à des dossiers avec moins de compétition en face de nous. Et surtout, on a observé les taux de rendement qui se font aujourd'hui, par exemple, dans une ville comme Londres. Je pense que pour tout le monde, Londres, c'est une localisation prime. Et aujourd'hui, il y a des opérations au-dessus de, par exemple, 7% de rendement dans des bonnes localisations bureaux ou activités logistiques, etc., au UK. Donc, on s'est dit, pourquoi s'en priver? Donc, c'est pour ça qu'on a demandé aux investisseurs de voter le fait de pouvoir sortir de la zone euro. Et aujourd'hui, on est très content parce que, fort de cet accord de nos investisseurs, on est parti un peu en roadshow, si je peux dire, au UK. On a rencontré énormément de brokers, d'asset managers, d'avocats, d'auditeurs techniques pour être dans les starting blocks et être prêts. Et aujourd'hui, on a un premier deal en cours d'exclusivité qu'on a gagné la semaine dernière et qui est un immeuble de bureau très bien situé dans Londres, qui a été restructuré il y a moins de 10 ans, entièrement loué et à des rentabilités très attractives. Merci Marion. J'entends pas mal parler depuis le début de gros volumes, du fait qu'Hiroko se positionne sur des actifs allant jusqu'à 50 millions d'euros. Au final, au début de l'aventure Hirokozen, on a toujours annoncé avoir une stratégie d'acquisition dite granulaire. Est-ce qu'au final, on a travesti cette envie d'aller sur l'acquisition granulaire? Est-ce qu'on a, ça sonne la fin au final de cette stratégie? Pas du tout. Non, non, pour être transparent là-dessus, c'est vrai que lors des différents webinaires ou autres, on a tendance nous-mêmes aussi hein, à aller parler des opérations un petit peu plus emblématiques. Et s'il est vrai qu'on commence à regarder des opérations de taille un peu plus importante, pour autant, ça ne change pas drastiquement notre stratégie granulaire. On en discutait avec Guillaume juste avant le webinaire. On a une taille d'actifs moyenne depuis le début d'Hirokozen qui est autour des 6 millions. Si on se concentre que sur 2023, on est à 8 millions. Donc certes, on est monté un petit peu en volume, mais on reste sur des tailles unitaires qui restent granulaires. Aujourd'hui, on a une équipe investissement qui est composée de 4 personnes et ça nous permet de faire les deux. Ça nous permet de continuer à faire des petits deals sur lesquels on va aller chercher une absence de compétition, de la liquidité, etc. Mais on veut aussi profiter de ce moment de marché où sur des volumes au-dessus de 20 millions d'euros, bah, en fait, il y a quasiment personne. Et donc, le fait qu'il n'y ait quasiment personne, bah, ça permet à Hiroko d'arriver, si le vendeur évidemment est vendeur, et de se positionner à des prix relativement bas et du coup de bénéficier de décotes attractives. Merci Marion. Je reviens à toi, Raphaël. Je m'inquiète un peu. Il y a un adage en finance que nos partenaires connaissent bien, qui consiste à dire qu'on ne ramasse pas un couteau qui tombe. Jusqu'où on va dans cette crise? Bonne question. Alors, je vais essayer de répondre à une autre question, comme ça je vais réfléchir en même temps. Non, juste une petite remarque par rapport à ce que vient de dire Marion. Je le vis tous les jours, donc c'est pas. J'ai une réunion moi tous les lundis matins avec mes équipes, hein, et on a fait une réunion hier matin avec les équipes région et les équipes en Île-de-France, et je confirme on a eu au moins 4 ou 5 sujets sur lesquels on travaille en ce moment avec Hiroko sur des petits volumes et sur des volumes plus gros. Donc c'est une réalité que je vis tous les jours et on est heureusement qu'on a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui sont capables de regarder à la fois des volumes
de l'ordre de 5 millions et des volumes plus élevés. Terminé, ça m'a permis de réfléchir à la deuxième question. C'est comme sur la fin du bureau. On n'a encore une fois pas de boule de cristal. La seule chose qu'on peut voir, c'est que ça fait des trimestres et des trimestres et des trimestres qu'on annonce une baisse des taux, soit de la Fed, soit de la BCE, baisse qui n'arrive pas. On a encore lu cette semaine qu'au niveau de la Fed, ça allait être probablement plus tardif. Sur la BCE, on ne sait toujours pas. Et même si ça se produit demain, cet été pour la BCE ou à la rentrée, on ne va pas parler de baisse significative. Et deux, elles seront successives si elles y existent et ça sera dans le temps. Et même une baisse de 25 points de base ne va pas entraîner d'un coup une explosion du marché vers lequel on va. Alors, je ne devrais pas vous dire ça, hein, mon métier, c'est de vendre et je suis patron de l'équipe investissement. Mais c'est comme ça. Donc, on doit vivre avec ça et on doit justement essayer de se projeter là-dessus. Ça veut dire qu'on a encore plusieurs trimestres à vivre avec ce marché. Ça nécessite de l'agilité, ça nécessite de la créativité, ça nécessite un peu de chance et ça nécessite beaucoup de travail. Et alors me vient une question suivante, c'est aujourd'hui le nouveau contexte a chamboulé un petit peu le marché. On voit des sociétés de gestion historiques ou même des nouvelles qui se lancent avec l'envie d'avoir des nouveaux véhicules, notamment SCPI. Quand je t'entends, j'entends qu'effectivement, il y a encore un peu de place dès lors qu'on a des capitaux, quelques trimestres encore à investir. Mais au final, est-ce que ça pas un peu tard pour les nouveaux véhicules? Quel est ton avis sur le sujet? Alors, de la place, je reviens à ce que je disais avant, c'est une question multiple pour moi, hein, de travail, de chance et de talent, peut-être un peu. Ce qui est sûr, c'est que toutes les semaines, j'entends quelqu'un m'expliquer qu'il va créer une nouvelle SCPI. C'est bien, hein, mais on s'interroge sur le fait de savoir s'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Moi, on m'a toujours parlé sur les SCPI de la nécessité d'atteindre une taille critique. Ça veut donc dire que toutes ces SCPI qui se créent là depuis quelques mois et qui vont continuer à se créer vont devoir atteindre une taille critique relativement rapide pour être rentables. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, je préfère être dans la position d'une SCPI qui s'est créée il y a 4 ans, comme le sont plusieurs, hein. Il n'y a pas que Hiroko, mais Hiroko en fait partie et on le voit bien aujourd'hui, plutôt que de me lancer aujourd'hui. Après, il y aura forcément des succès et puis il y aura forcément des échecs. Mais c'est sûr que la quantité interroge et je ne sais pas comment s'en sortent vos CGP pour s'y retrouver dans cette nébuleuse. Très bien, merci à vous deux. On a parlé donc marché, maintenant parlons performance avec Guillaume. Rappelons ce qui est Hirokozen. Hirokozen, c'est un objectif non garanti de 5,50. Pour autant, depuis 3 ans, on a distribué plus de 7%. Alors évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais néanmoins, Guillaume, en tant que patron du fund management, est-ce que tu peux nous expliquer comment Hirokozen a construit cette performance? Merci Pierre-Antoine. Tout d'abord, il faut préciser que la SCPI et les fonds d'investissement en immobilier bâtissent leur performance sur deux moteurs principaux. Le premier moteur, c'est évidemment le moteur du rendement, hein, la rentabilité immobilière courante, qui est liée à notre bonne capacité à louer, à recouvrer tous nos loyers, à faire de la dette de manière évidemment la plus opportune possible. Ça, c'est le premier moteur et c'est ce qui constitue le fameux taux de distribution dont on parle évidemment sur toutes les SCPI et qu'on a réussi à atteindre sur ce taux de distribution 7% sur les 3 dernières années. Et le deuxième moteur, on en parlera plus tard, c'est évidemment la performance en capital qui est liée à notre capacité cette fois-ci à bien vendre nos actifs et qui valide éventuellement évidemment notre stratégie d'asset management. Le premier moteur, donc, c'est la rentabilité immobilière courante. Alors, comment on a réussi finalement à faire plus de 7% pendant 3 ans et comment, en tout cas, on va évidemment tenter de battre à chaque fois cette moyenne de 7% chaque année future. Euh, on peut retenir finalement deux principaux caractéristiques de notre SCPI. Tout d'abord, évidemment, c'est le timing de marché. On parlait un peu de chance, on parle aussi de travail, on parle de sélectivité de nos actifs. Euh, en début 2021, avant la crise, on achetait à peu près à 6% cette SCPI. En 22, on a rehaussé, parce que ça, on a commencé à avoir le virage qui s'est dessiné. On a rehaussé ce taux ce yield finalement à l'acquisition. On était à 6,70%. Et en 2023, on était à plus de 7%. Et là, depuis 2024, effectivement, on est à plus de 8% de taux en main en moyenne sur les acquisitions réalisées.
Donc, ça montre évidemment une très forte relativité de nos acquisitions. Et c'est cette relativité qui va nous permettre de maintenir un taux de distribution le plus longtemps possible, évidemment, au-delà des 7%. Ça, c'est la première caractéristique de notre SCPI. Et aujourd'hui, on se bat là-dessus. Et comment, finalement, on se bat sur ce taux acte en main? L'idée, c'est d'élargir notre terrain de jeu, on en a parlé, et puis de faire le plus d'offres possible pour, évidemment, avoir le plus de dossiers gagnés possible. L'année dernière, on faisait plus de 500 offres sur 1500 dossiers étudiés par les équipes de Marion. Donc ça, faut le dire. Et deuxième chose importante, c'est déployer rapidement les capitaux. On a une SCPI qui collecte effectivement beaucoup, dans un contexte pourtant très compliqué, mais il faut les déployer. Et ça, c'est le travail effectivement des équipes conjointes de fund management et d'investissement de pouvoir déployer le plus vite possible. Et aujourd'hui, il faut rappeler qu'on a un délai de jouissance sur la SCPI qui est de 3 mois plein sur la SCPI Hirokozen. C'est relativement faible par rapport à la moyenne du marché, mais ils existent ces 3 mois. Et donc l'idée, c'est de battre ce délai de jouissance. Et en 2023, en fait, on a placé chaque euro en moyenne à 2,5 mois suivant la collecte de 7 euros. Et ça, c'est notoire, faut le dire, parce que c'est une fierté de nos équipes, de réussir effectivement à déployer rapidement et à pouvoir construire cette performance. Et je n'ai pas oublié, tu as parlé de 2 moteurs de performance. Est-ce que tu peux nous décrire le deuxième? Ouais, le deuxième moteur, donc c'est effectivement la performance en capital. C'est un moteur, je dirais, plus long terme, qui va se bâtir au fil des années, qu'on commence déjà à bâtir aujourd'hui. C'est la distribution de plus-value à nos actionnaires, euh, si on fait des sessions, évidemment, avec plus-value. Aujourd'hui, on n'a pas encore fait de session. Il faut rappeler qu'en SCPI, on doit détenir chaque actif minimum 5 ans. Donc, on a 3 ans et quelques de vie. Donc, pour le moment, on ne pourrait pas céder d'actifs. Néanmoins, on a un petit ratio de 2% de notre total d'actifs qu'on pourrait céder chaque année. Et 2% sur un patrimoine qui fait à peu près 500-600 millions d'euros, vous l'aurez compris, ça fait un peu plus de 10 millions d'euros de cessions qu'on pourrait faire dès cette année. Le marché, on l'a expliqué, il n'est pas favorable encore à la cession. Mais aujourd'hui, l'important pour nous, évidemment, c'est d'acheter le plus bas possible pour pouvoir faire réaliser cette plus-value le plus vite possible. Et ce 2%, finalement, lorsqu'on est très granulaire comme Hirokozen, eh bien, ça prend tout son sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait trouver des cessions à 10 millions. On n'a pas que des gros paquebots de 30, 50 millions d'euros. Très bien. Et tu parles de cession, donc moi tout de suite ça me fait penser à la valeur de notre patrimoine et par extension pour nos partenaires à la valeur de reconstitution de la SCPI. Ça vaut le coup de rappeler que notre SCPI a toujours et depuis ses débuts un prix de souscription à 200 euros. Qu'en est-il de la valeur de reconstitution? Effectivement, la valeur de reconstitution, c'est un petit peu le deuxième indicateur très suivi en SCPI. C'est finalement la masse d'argent qu'on devrait mettre sur la table pour reconstituer à l'identique notre patrimoine à l'instant T. Cette valeur de reconstitution, au 31 décembre 2023, elle est de 209,43 euros, soit une hausse de plus de 1% par rapport à l'année précédente. Dans un contexte effectivement particulièrement compliqué, on peut s'en féliciter. Ça valide finalement nos stratégies opportunistes, ça valide également notre sélectivité. On parlait du nombre de deals étudiés tout à l'heure. Et donc, voilà, faut le dire. L'objectif, évidemment, il est de construire une valeur de reconstitution la plus solide possible. Et puis, c'est quelque chose de très important, évidemment, de comparer cette valeur de reconstitution par rapport au prix de souscription de 200 euros. Aujourd'hui, on a à peu près 5% finalement de valeur de reconstitution, enfin de hausse de la valeur de reconstitution par rapport au prix de souscription. Ça signifie quoi finalement? Ça signifie qu'aujourd'hui, un investisseur qui investit dans Hiroko 200 euros, il bénéficie d'une sorte de sous-cote par rapport à la valeur de reconstitution. Très clair, merci Guillaume. Le temps passe, il est déjà midi. Donc si je dois résumer, même si ça va être très compliqué, je me lancerai pas là-dedans, résumer tout ce qui a été abordé aujourd'hui. Donc il faut comprendre qu'on a un marché qui est difficile, si c'est le bon mot, mais qui offre aujourd'hui de grandes opportunités qui sont absolument inédites. Et dès lors qu'on a une attitude au final contrariante et opportuniste, ce que fait exactement Hiroko, ça la résume plutôt bien, je crois, avec sa stratégie européenne et sans dogme. Cette période, il faut le comprendre, ne durera qu'un temps. Donc, tant mieux pour les quelques SCPI, dont Hirokozen, qui sont grandes collectrices aujourd'hui. Avec la meilleure collecte aujourd'hui du marché, Hirokozen peut donc acheter massivement de l'immobilier et construire son rendement pour demain et pour vos investisseurs. Je vous propose dès lors de passer aux quelques questions, s'il y en a. Et il y en a.
Donc, pêle-mêle, quelles sont les dynamiques d'évolution de loyer en fonction des classes d'actifs et des géographies? Merci d'avance. Qui se lance? Non, mais il y a des classes d'actifs sur lesquelles je suis moins compétent, donc je ne me lancerai certainement pas. Euh, Celle que je connais la mieux pour l'avoir travaillé dans une ancienne vie, c'est le marché du bureau. Et là, la dynamique que j'indiquais tout à l'heure, et je peux la détailler un tout petit peu plus, elle est assez impressionnante. Euh, alors, j'ai pas envie de parler que de Paris parce que c'est pas du tout le marché, puis c'est pas le marché qui vous concerne. Mais moi, je suis convaincu que ce qui se passe sur Paris aujourd'hui va avoir un effet de ruissellement sur la première couronne parisienne. Et ça peut vous bénéficier par rapport aux investissements que vous avez pu faire. Et ça va bénéficier à un certain nombre de propriétaires aujourd'hui. Il y a un petit moment un peu difficile pour un certain nombre de marchés de bureaux en première périphérie, mais je suis assez convaincu que ça va changer. Le marché de la seconde périphérie, mal desservi, c'est plus compliqué. Je pense qu'il y a des immeubles qui sont définitivement perdus. Mais je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs plus récents qui sont moins concernés. C'est plus difficile pour les acteurs plus anciens. Mais donc, quand je disais tout à l'heure, si on prend l'exemple de la première périphérie ouest par rapport à Paris aujourd'hui, quartier d'affaires, l'écart il est énorme, hein. On est presque 500 euros entre la première et la deuxième, entre la première couronne et Paris. Que ça soit sur du neuf ou du seconde main, hein, sur le seconde main c'est un peu moins élevé, mais c'est 300 euros. Compte tenu de ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui, les boîtes de la tech fonctionnent un peu moins bien. On a quand même des anticipations de chômage qui ne sont pas formidables. On voit bien dans nos entourages proches et même dans les informations qu'il y a un certain nombre de plans sociaux qui ont lieu. Ça veut quand même dire que toutes les entreprises ne pourront pas payer 1 000 euros du mètre carré de loyer pour être dans Paris intramuros, pour attirer les talents qui vont être près du métro et des super restaurants. Donc, forcément, cet écart-là, il va avoir un effet sur les loyers de première périphérie. L'écart, il ne peut pas rester indéfiniment comme ça. Donc, il y a deux possibilités, hein. Soit les loyers vont baisser sur Paris, soit ils vont augmenter légèrement sur la première périphérie. Je pense que les deux se produiront à terme, mais en tout cas, lorsque vous avez un immeuble de bonne qualité à Levallois, que vous louez 420 ou 450 euros, la probabilité de pouvoir un jour aller chercher plutôt 20, 30, 40, 50 euros, c'est quand même plus probable. Sur Issy-les-Moulineaux, on en parlait tout à l'heure, c'est possible. Sur Boulogne, c'est la même chose. Sur la Défense, on voit bien qu'à un moment, toute la partie de stock va finir par s'écouler. Et donc, on va avoir un effet sur les loyers plutôt positif. Sur les grandes métropoles, pour moi, le raisonnement, il est à peu près le même. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est une question d'emplacement, de densité tertiaire, de transport en commun, de desserte et de qualité de l'actif. Je sais pas si Marion, tu veux compléter sur la partie géographie. En même temps, on l'a pas mal abordé en parlant d'Espagne, d'Allemagne. Donc, on va sûrement passer à la prochaine question. Une question d'ailleurs qui fait pas mal rebond à ce que tu nous as dit, Raphaël, sur le ralentissement de la croissance généralisée en Europe. Qu'est-ce qu'on craint au final pour la solvabilité de nos locataires? Tu as des choses à ajouter là-dessus, des anticipations? Là-dessus, il n'y a pas d'anticipation particulière à avoir, mais on le voit bien, nous, quand on doit traiter des sujets avec un certain nombre de CPI aujourd'hui, le fait qu'il y ait moins de produits sur le marché et qu'il y ait moins d'acteurs fait qu'il y a une sélectivité qui est plus forte sur les dossiers. Et dans les premières choses qu'on nous demande, c'est quel est le locataire, quelle est sa notation, des choses qui sont de plus en plus précises qu'on nous demande de démontrer sur un certain nombre d'actifs. Ce qui fait que parfois, alors il y a un double effet, hein, c'est qu'on peut avoir des actifs superbes avec des très très bons locataires, mais mal situés et qui ne trouvent pas preneur. Et on a des exemples concrets en ce moment. Et on peut avoir à l'inverse des très bons actifs, bien situés, mais avec des locataires sur des typologies de secteurs d'activité qui sont en souffrance et pour lesquels il y a une vraie méfiance de la part des investisseurs. Donc on a à la fois un travail de persuasion aujourd'hui qui n'est pas que sur l'actif, loin de là, qui est sur la qualité du locataire. Peut-être pour préciser sur cette question, en tout cas, nous, comment on procède côté investissement. Mais ce qui est certain, c'est qu'on fait très attention à la qualité financière de nos locataires et encore plus lorsqu'on fait des opérations de sell and leaseback, hein, qui sont des opérations qu'on fait assez régulièrement où finalement le propriétaire occupant vend son actif mais en reste locataire. Et du coup, systématiquement, on va évidemment regarder les notations et autres, mais on ne s'arrête pas à ça, parce qu'on sait qu'en plus, une notation, elle peut avoir été déterminée il y a déjà quelques mois. Donc, on va toujours aller regarder les comptes, les bilans de résultats, etc., et creuser pour essayer d'avoir une vision la plus précise et surtout la plus up-to-date.
Autre question, celle d'Olivier Giorgetta, qui fait référence à une interview donnée par Gauthier de Labrousse-Mailloux, qui est le président de la société de gestion Iroko, qui évoquait la possibilité de ralentir la collecte si les conditions de marché venaient à l'exiger. Bon, on n'en est clairement pas là. D'ailleurs, Olivier, vous le dites vous-même, bien au contraire. Donc, est-ce qu'on ferait un soft ou un hard closing sur les SCPI? On peut se poser la question, enfin, je me permets d'y répondre après si vous voulez apporter des précisions, mais on peut se permettre, enfin, on peut éventuellement y réfléchir. Ça peut être sain pour le véhicule, notamment pour respecter ses granularités et les bons investissements. Après, le principe d'une SCPI à capital variable, c'est que ses entrées font ses sorties. Donc, il ne faut pas non plus qu'on déstabilise naturellement le véhicule en faisant ce procédé-là. Donc, on pourra y réfléchir. Guillaume, tu veux ajouter quelque chose? Et effectivement, un petit chiffre sur ce point-là, c'est tout simplement tout le pipe d'acquisition qu'on a. On a plus de 150 millions d'euros aujourd'hui qui sont sous exclusivité et qui vont être déployés dans les 3 mois à venir. Donc, on arrive à écouler finalement nos flux. Effectivement, c'est la meilleure des réponses. On a une question de Dimitri sur nos actifs soumis au décret tertiaire. Quelles sont les mesures que l'on prend pour les mettre en conformité? Avec quel calendrier? C'est vrai qu'on n'y pense pas trop aujourd'hui au décret tertiaire. C'est pas tellement le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, pas de la séance, mais on y pense justement. Non, effectivement. Alors, le décret tertiaire, c'est une réglementation qui est 100% franco-française. Avant de répondre précisément sur ce sujet-là, dans tous les cas, Hirokozen, dans toutes nos acquisitions, avec notre label ISR, on fait systématiquement une analyse de la performance des consommations énergétiques de nos actifs. Donc, France ou pas France, décret tertiaire ou pas décret tertiaire, on porte beaucoup d'attention à cela. Pour revenir plus précisément au décret tertiaire, aujourd'hui, dans le cadre de notre processus d'acquisition, pour tous les actifs qu'on achète en France, on fait ce qu'on appelle un audit énergétique qui comprend l'audit sur le décret tertiaire. Et donc, on va aller regarder comment se positionne l'actif par rapport à ses consommations énergétiques et quelles sont les solutions ou actions à mettre en place pour atteindre les objectifs de 2030, 2040, 2050. 2040 et 2050, c'est relativement loin, mais 2030, pour le coup, c'est demain. Et du coup, en fonction de ce plan d'action qui va être nécessaire, il va y avoir deux solutions possibles. Bien évidemment, adapter le prix que nous avions, nous, proposé à notre vendeur pour prendre en compte ces actions-là. Ou alors, et c'est arrivé déjà, tout simplement sortir de l'acquisition. Parce que si le seul moyen de remplir ces décrets, ce décret tertiaire, c'est de faire des actions de restructuration trop lourdes, on sort du scope d'une SCPI. Et du coup, ça ne rentre plus dans notre stratégie. Juste sur ce point-là, moi je l'ai vécu, on le vit tous les jours sur des process de cession d'immeubles, dans lequel nous, de plus en plus, déjà, on recommande aux propriétaires de réaliser l'étude sur le décret tertiaire en amont de la cession. Et lorsque ce n'est pas le cas, je l'ai vécu récemment sur un immeuble dans Paris, un audit a été réalisé par l'acquéreur qui a identifié un certain nombre de travaux à réaliser pour respecter ce décret tertiaire. Ça s'est réalisé à travers une baisse du prix d'acquisition qui a été accepté par le vendeur. Ce n'est pas toujours le cas. Mais dans ce cas précis, ça a été argumenté, chiffré et impacté sur le prix. Très clair, merci. Une question sur notre investissement récent au UK. Est-ce que Guillaume, peut-être, tu seras le mieux placé pour nous répondre? Il y a un impact fiscal qu'on sait aujourd'hui définir par rapport aux autres investissements à l'étranger? Alors, au niveau des impacts fiscaux, on va avoir deux impacts fiscaux principaux, évidemment, comme pour tous les autres pays finalement de la zone euro dans lesquels on est investi. On va payer finalement une fiscalité là-bas en Angleterre qui est relativement plus faible d'ailleurs que la moyenne qu'on a aujourd'hui sur nos actifs européens. Bon, on est à peu près à 20% un taux d'imposition en moyenne. Euh, et après, deuxième impact fiscal, bah, c'est pour les associés de ces pays, où là aussi, c'est similaire, l'Espagne, l'Irlande et tous ces pays-là, où on a des mécanismes donc, de crédit d'impôt, de réduction d'impôts qui viennent annuler la double imposition éventuelle dans les mains de nos associés. Merci Guillaume. On a fait le tour des questions. Si vous voulez, on va mettre fin à ce webinaire. Pour rappel, Hirokozen est accessible à partir de 5 000 euros, 100% digital pour tout type d'investisseur et toute modalité de placement. Et sachez que depuis peu, nous sommes présents chez Harvest pour
l'agrégation. Merci à tous.